Le président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se promenait dans le marché vêtu simplement. Pas de costume, pas de cravate, pas même de garde du corps en uniforme. Juste une chemise blanche, un pantalon marron et une casquette baissée sur les yeux. Personne ne savait que c'était lui. Ni le vendeur de viande découpant des morceaux de chèvre, ni la femme vendant des bananes, ni même les deux jeunes hommes poussant une brouette d'oignons. Pourquoi le président faisait-il cela? Il se sentait déconnecté du peuple. Ses conseillers lui disaient que tout allait bien, que le pays était heureux, mais son cœur lui disait le contraire. « Je veux voir de mes propres yeux », avait-il dit à sa femme ce matin-là. « Je veux ressentir ce que ressentent les pauvres, entendre ce qu'ils disent quand ils ne savent pas que je les écoute. » Sa femme l'avait regardé avec inquiétude. « Sois juste prudent », avait-elle dit doucement. « Tu es un homme bon, mais les hommes bons ont beaucoup d'ennemis. » Ibrahim avait souri et embrassé son front. « Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le coucher du soleil. » Maintenant, alors qu'il se déplaçait dans la foule avec deux gardes de confiance habillés comme des hommes ordinaires, personne ne lui jetait même un second regard jusqu'à ce qu'il l'entende. Une radio grésillante attachée à un bâton en bois. « Flash info !» cria une jeune voix. « Danger au palais. Des traîtres complotent pour tuer le président Traoré ce soir. » Ibrahim s'arrêta de marcher. Le son venait d'un garçon, peut-être âgé de 12 ans, portant un short déchiré et un t-shirt sale. Sa radio était maintenue ensemble avec des fils et du plastique. Le haut-parleur grésillait, mais il fonctionnait. Il se tenait sur une vieille boîte en métal, criant dans la rue comme un journaliste. « Des ennemis à l'intérieur du gouvernement », dit le garçon. « Il prévoit d'attaquer le président lors d'une réunion secrète. Je répète, il y a un complot pour tuer le président ce soir. » Certains rirent, d'autres jetèrent des pièces dans une tasse en plastique devant lui. La plupart pensaient que ce n'était qu'un pauvre garçon prétendant être journaliste. Mais le cœur d'Ibrahim se glaça. Il se fraya un chemin à travers la foule, prétendant être juste un homme curieux. Il s'approcha du garçon et chuchota « Où as-tu entendu cette nouvelle ?» Le garçon le regarda, confus. « Qui veut savoir ?»« J'aime juste les nouvelles, » dit Ibrahim calmement. « Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça avant. »« C'est une blague ?» Le garçon sauta de la boîte. Il avait l'air sérieux maintenant. « Ce n'est pas une blague, mon oncle. Je l'ai entendu moi-même hier soir sur ma radio à ondes courtes. Certains hommes parlaient en code, mais j'ai écouté attentivement. Ils ont dit, ce soir, c'est le soir et ils ont mentionné le nom du président. Je le jure. » Le garçon regarda autour de lui et se pencha plus près. « Je l'ai enregistré. Tu veux l'entendre ?» Ibrahim cligna des yeux. Ses mains devinrent soudainement froides. « Oui, » dit-il. Le garçon hocha la tête et sortit un vieil enregistreur, du genre que plus personne n'utilisait. Il était poussiéreux, rayé, mais fonctionnait encore. Il appuya sur lecture. Des grésillements, puis des voix, faibles mais réelles. Il doit disparaître avant demain matin. Ce soir, quand il rencontrera le conseil, nous aurons des gens à l'intérieur. Les gardes seront des nôtres. Le cœur du président Ibrahim se serra. Il reconnut l'une des voix. C'était quelqu'un de l'intérieur de son propre cabinet, quelqu'un qui se tenait à ses côtés encore hier. Il regarda le garçon avec de grands yeux. « Sais-tu qui sont ces personnes ?» Le garçon secoua la tête. « Non. Mais je sais d'où venait le signal. J'ai tracé la fréquence. Je joue avec des radios depuis que j'ai 7 ans. Mon père était soldat. Il est mort quand j'étais petit. Je vis dans la rue maintenant. Mais les radios, c'est mon monde. » Ibrahim se sentit étourdi. Le sol sous ses pieds semblait trembler. Il était venu voir la vérité de ses propres yeux. Et maintenant, il l'avait entendu de ses propres oreilles. Ce garçon, ce pauvre garçon des rues, venait de lui sauver la vie. « J'ai besoin que tu viennes avec moi, » dit Ibrahim. « Pourquoi ?» demanda le garçon, suspicieux. « Parce que je te crois, » dit Ibrahim lentement, enlevant sa casquette. Le garçon le fixa, ses yeux s'écarquillèrent. « commença Ibrahim, mais il baissa la voix. « Chut. Pas ici. Pas encore. » Le garçon recula, tremblant. « Je suis désolé si j'ai... » « Tu n'as rien fait de mal, » dit Ibrahim, posant une main sur l'épaule du garçon. « Tu as peut-être sauvé ma vie. » Les deux gardes à proximité étaient maintenant pleinement alertes. L'un d'eux chuchota. « Monsieur, nous devons partir maintenant. Si cet enregistrement est réel, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ibrahim hocha la tête. « Ramenez-nous, mais emmenez le garçon. Il vient avec moi. »
Le garçon semblait choqué. Je ne peux pas aller au palais. Je dors dans un bus cassé près de la gare. Plus maintenant, dit Ibrahim fermement. Ce soir, tu roules avec le président. Alors qu'il disparaissait dans une ruelle, la foule retourna à ses occupations. Le haut-parleur du garçon jouait encore. Ce n'est pas une blague. Le président est en danger. Mais plus personne n'écoutait, sauf les ennemis. Quelque part dans cette foule, un homme sortit un téléphone et passa un appel silencieux. C'est lui. Il sait. Le convoi présidentiel se déplaçait comme une tempête silencieuse à travers les rues de Ouagadougou. Mais ce soir, il n'y avait pas de lumière clignotante, pas de sirène, pas de crissement de pneus, juste un seul SUV noir traversant des routes secondaires, évitant la circulation, évitant les regards. À l'intérieur du véhicule, le président Ibrahim Traoré était assis à côté du garçon des rues qui venait de secouer tout son monde. Le garçon était assis raide, agrippant l'enregistreur cassé comme si c'était de l'or. Il ne pouvait pas arrêter de regarder les sièges en cuir, la climatisation froide, le tableau de bord brillant. « C'est réel, chuchota-t-il. Ibrahim se tourna vers lui et sourit. « C'est réel, mon fils. Tu es assis à côté de l'homme qu'ils essaient de tuer. » Le garçon cligna des yeux. « Alors, quoi maintenant? Tu vas les arrêter? » « Pas encore, dit Ibrahim. Si nous agissons trop tôt, ils s'échapperont. Nous devons les attraper pendant la réunion de ce soir. » Le garçon se pencha. « Quelle réunion? » « Une réunion privée au conseil présidentiel. Seuls les ministres et les hauts responsables de la sécurité sont autorisés. C'est là qu'ils prévoient de frapper. » Les gardes ne dirent rien, mais leurs visages étaient tendus. Ils avaient aussi entendu les voix sur la bande. L'un d'eux parla enfin. « Monsieur, nous avons besoin d'un plan. Ils ne tenteront rien à moins d'être sûrs que vous assistiez à cette réunion. »« Je dois y assister, » dit Ibrahim. « Si je ne me montre pas, ils sauront que nous sommes au courant. Mais cette fois, nous serons prêts. » Il se tourna vers le garçon. « Comment t'appelles-tu? » « Ismaël, » répondit le garçon. « Eh bien, Ismaël, » dit le président, « ce soir, tu fais partie d'une mission secrète. Tu nous as aidés à découvrir un complot mortel et pour cela, je te dois la vie. » Ismaël ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais fait partie de quelque chose d'important. Il n'avait même jamais dîné avec une vraie famille. Et maintenant, il était assis avec l'homme le plus puissant du pays, l'aidant à planifier une bataille de l'ombre. « Je peux demander quelque chose ?» dit doucement le garçon. « Bien sûr, » répondit Ibrahim. « Pourquoi veulent-ils te tuer? » Le président regarda par la fenêtre pendant longtemps avant de parler. « Parce que je me suis levé pour les pauvres, » dit-il. « Parce que j'ai mis fin à des accords sales avec des entreprises étrangères. Parce que j'ai arrêté quelques hommes puissants de voler notre pays. Et quand un leader devient un problème, ils veulent l'effacer. » Ismaël baissa la tête. Il avait vu la pauvreté. Il l'avait vécue. Pas de maison, pas d'école, pas d'aide. Juste la rue, la poussière, et une radio qui était devenue son seul ami. « Tu n'es pas comme les autres, » dit-il doucement. « Non, » acquiesça Ibrahim. « Mais tout le monde n'aime pas le changement. » Alors qu'ils entraient par les portes présidentielles, les gardes scannèrent rapidement la zone. Tout semblait calme. Trop calme. À l'intérieur du manoir, Ibrahim se précipita dans son bureau privé avec Ismaël et les deux gardes de confiance. Il appela son chef du renseignement, un homme vif nommé commandant Sécu, l'un des rares en qui il avait encore confiance. Sik écouta l'enregistrement avec un visage impassible. Quand ce fut fini, il regarda le président et dit seulement 2 mots. « C'est réel. »« Tu reconnais les voix ?» demanda Ibrahim. Sik hocha la tête. « Le ministre de la Défense, peut-être le chef de la sécurité intérieure, et une autre voix que je ne reconnais pas. » Le cœur du président se serra. Ces étaient des hommes qui avaient juré de protéger la nation. Des hommes avec qui il avait serré la main, dîné. « Je veux qu'ils soient surveillés, » dit Ibrahim. « Mais ne faites rien pour l'instant. Laissez-les assister à la réunion de ce soir comme si de rien n'était. » Sik hocha de nouveau la tête. « Et le garçon ?» Ismaël se tenait maladroitement à côté de la bibliothèque, tenant toujours la radio. Ibrahim s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Il reste ici. Nourrissez-le. Donnez-lui un lit. Il a fait plus pour ce pays ce soir que la plupart des politiciens dans leur vie. » Le garçon sourit. C'était petit, nerveux, mais plein de fierté. Alors que la nuit tombait sur la ville, Ibrahim se préparait pour la réunion la plus dangereuse de sa vie. Il portait un gilet pare-balles caché.
Ses gardes portaient des armes silencieuses. Sikh plaça des hommes en civil tout autour du bâtiment présidentiel. Mais même avec tout cela, une question brûlait dans l'esprit de chacun. Combien de traîtres étaient encore à l'intérieur? À 22h45, les lumières de la salle du conseil furent allumées. Les chaises furent disposées. Du thé fut servi. Rien ne semblait déplacé. À 23h, le conseil commença à arriver. Ils souriaient, riaient, se serraient la main comme si tout allait bien. Mais parmi eux se trouvaient ceux qui planifiaient un meurtre. À 23h10, le président Ibrahim entra. La salle se leva. Ils saluèrent. Ils sourirent. Mais ses yeux scrutèrent la salle comme un faucon. Il reconnut la voix de la bande. Le ministre de la Défense était assis calmement à l'autre bout de la table, sirotant du thé. L'homme qu'il avait autrefois appelé frère. Maintenant, Ibrahim savait que ce même homme avait dit sur la bande, « Il doit disparaître avant demain matin ». Mais juste au moment où la réunion commençait, une oreillette cachée dans l'oreille d'Ibrahim grésilla. « Monsieur » chuchota la voix de Sikh. « Nous avons un problème. Il y a un signal suspect provenant de l'intérieur de la salle. » « Quel genre de signal » chuchota Ibrahim en retour. « Quelqu'un transmet l'audio en direct. Quelqu'un envoie la conversation de cette réunion à un endroit inconnu. Il y a un espion dans la salle. » Ibrahim se figea. Ce n'était pas seulement un plan pour le tuer. Cela se passait déjà, et il venait de marcher dans la tanière du lion. Le président Ibrahim resta immobile à la table du conseil. Son cœur battait comme un tambour. De la sueur commença à se former sur son front. Il venait d'entendre un chuchotement à travers l'oreillette. « Monsieur, quelqu'un dans cette salle transmet votre voix. Ils envoient tout à quelqu'un à l'extérieur. Il y a un espion parmi vous. » Il regarda autour de lui lentement. 12 hommes étaient assis, tous vêtus de beaux habits, tous souriants, tous agissant comme si tout était normal, mais l'un d'eux était secrètement un traître. Ibrahim n'avait pas de temps à perdre. Il se racla la gorge et parla d'une voix calme et posée. « Frère, merci de vous joindre à moi ce soir, » dit-il, forçant un sourire. « Commençons. » Alors qu'ils commençaient à discuter de questions de sécurité et de budget, l'esprit d'Ibrahim était ailleurs. Ses oreilles écoutaient les voix. Ses yeux étudiaient chaque petit mouvement. Qui était-ce? Était-ce l'homme qui se grattait trop souvent le cou? Était-ce celui qui vérifiait constamment sa montre? Ou celui qui n'avait pas touché à son thé? Soudain, la voix de Sikh revint dans son oreillette. « Monsieur, nous avons réduit la source du signal. Il provient de l'intérieur de la veste de l'un des ministres. L'espion porte un micro caché. »« Lequel » chuchota Ibrahim. « Nous le traquons encore, mais c'est quelqu'un sur votre gauche. » Ibrahim tourna légèrement la tête. À sa gauche se trouvaient 3 hommes. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Sécurité. 3 hommes puissants, 3 traîtres potentiels. Mais ensuite, quelque chose se passa. Le ministre de la Défense, le même homme dont la voix avait été entendue sur la bande plus tôt, renversa accidentellement sa tasse de thé. Alors qu'il se penchait pour la nettoyer, la nappe se souleva légèrement, et Ibrahim vit quelque chose clignoter en rouge à l'intérieur de sa veste. C'était minuscule, comme un point de lumière, mais c'était suffisant. C'était le micro, le transmetteur. Ibrahim appuya calmement sur un bouton du stylo dans sa poche. C'était le signal. À l'extérieur, le commandant Sécu et ses hommes reçurent le message. « Allez-y » dit-il à son équipe. « L'opération Blackout commence maintenant. » En quelques secondes, toute l'électricité du palais fut coupée. Boum! Obscurité. Toute la salle était plongée dans le noir. Un grand cri de surprise. Les chaises raclèrent le sol. Quelques hommes crièrent de confusion, puis crash. Une fenêtre se brisa. De la fumée remplit la salle. Des gardes firent irruption, portant des lunettes de vision nocturne. Ils se déplacèrent rapidement, attrapant les ministres un par un avant qu'ils ne puissent réagir. En 30 secondes, les lumières revinrent. Et là, sur le sol, se trouvait le ministre de la Défense, plaqué par 2 gardes, et le minuscule transmetteur fut trouvé dans sa poche intérieure. Il était pris. Tout le monde regarda avec horreur. « Qu'est-ce que c'est » cria le vice-ministre, feignant d'être choqué. Ibrahim se leva lentement, sa voix maintenant froide et claire. « Je vous ai tous fait confiance, mais quelqu'un ici a choisi la trahison. » Le ministre de la Défense, maintenant en sueur et respirant difficilement, cria « J'y ai été forcé. Ils ont menacé ma famille. S'il vous plaît, monsieur le président, je n'avais pas le choix. »
Ibrahim le regarda dans les yeux. Tu avais le choix. Tu as choisi le pouvoir plutôt que l'honneur. Les gardes traînèrent l'homme hors de la salle. Mais ensuite, juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini, une autre voix cria de l'extérieur. « Monsieur, l'un des gardes s'est enfui. Il s'est échappé par la porte arrière. » Le cœur d'Ibrahim se serra. Il y en avait plus de traîtres. Et pire, quelqu'un les avait aidés de l'intérieur. Il regarda de nouveau autour de la salle. Il pouvait le sentir maintenant. La peur, la culpabilité, le silence. Il se tourna vers Sécu. Fouillait chaque membre du personnel, chaque garde, chaque femme de ménage, chaque cuisinier. Quelqu'un les aide encore. Sik hocha la tête. Oui, monsieur. Mais alors qu'il sortait de la salle, Ibrahim s'arrêta soudainement. Il avait oublié quelque chose. Ismaël, le garçon avec la radio. Il l'avait laissé dans la chambre d'amis du manoir, en sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, son cœur se serra. Et si le garde en fuite allait après le garçon? Et si quelqu'un voulait le faire taire avant qu'il ne puisse parler à nouveau? Amenez-moi à Ismaël maintenant, cria Ibrahim. Il courut dans le couloir avec 4 gardes armés derrière lui. Ses chaussures résonnaient bruyamment dans les couloirs en marbre. Il atteignit l'aile des invités. La porte de la chambre du garçon était grande ouverte, et la chambre était vide. Pas d'Ismaël, pas d'enregistreur, juste une fenêtre ouverte et une petite tache de sang sur le sol. Le cœur du président se serra. Il fixa le sang sur le sol, figé sur place. Ses gardes envahirent la chambre, criant des ordres, vérifiant chaque recoin, regardant sous le lit, la table, derrière les rideaux. Mais il était trop tard. Ismaël était parti. Trouvez-le, rugit Ibrahim. Bouclez chaque sortie. Fouillez tout le palais. Oui, monsieur. Les gardes répondirent, se dispersant comme des fourmis. Sik arriva 1 minute plus tard, haletant d'avoir couru. Il vit le sang et serra la mâchoire. Monsieur, c'était planifié. Tu penses que quelqu'un l'a pris? Oui, dit Sik. Il était la clé. Le garçon avait la preuve. Sa radio, sa bande. Cela fait de lui une cible. Ibrahim regarda par la fenêtre ouverte. Elle donnait sur le mur du jardin. Celui qui avait pris le garçon n'était pas passé par les portes. Il avait grimpé, pensa le président. Probablement utilisé l'arbre près de la fenêtre de la cuisine. Ce mur fait seulement 6 pieds de haut. Sik hocha la tête. Je vais vérifier les images de la caméra de surveillance. Non, dit Ibrahim. Ne perds pas de temps. Les caméras ont probablement été désactivées. Va à la tour de radio. Vois si quelqu'un a capté des transmissions étranges au cours de la dernière heure. Je m'en occupe. Alors que Seko partait en courant, Ibrahim serra les poings. Il bougeait plus vite maintenant. Quelqu'un à l'intérieur du palais avait aidé les traîtres. Mais pire encore, ils avaient pris un enfant. Un pauvre garçon qui avait risqué sa vie pour aider son pays. Et maintenant, il avait disparu, peut-être mort. Ibrahim refusait de le croire. Il est vivant, se dit-il. Il doit l'être. Soudain, un garde de bas rang du palais arriva en courant. Son visage était pâle. Monsieur le Président, j'ai vu quelque chose. Juste avant la coupure de courant, un homme en uniforme de serviteur est entré dans l'aile des invités. Il ne semblait pas familier. J'ai pensé qu'il était peut-être un nouveau membre du personnel. Le regard d'Ibrahim se durcit. À quoi ressemblait-il? Petit, trapu, cicatrice sur la joue gauche, boitant. Le président se figea. Cette description lui était familière. Ce n'est pas un membre du personnel, dit Ibrahim. C'est un ancien soldat, un homme que nous avons licencié l'année dernière pour espionnage. Tu veux dire le capitaine Caleb? Demanda le garde. Oui, dit Ibrahim. Et si Caleb est impliqué, c'est plus grave que nous le pensions. Il se tourna vers le chef de sa garde. Bouclez tout le palais. Personne n'entre ou ne sort. Et doublez la sécurité pour ma femme et mes enfants. Oui, monsieur. Mais même alors que des ordres étaient criés et que des soldats se dispersaient dans toute la propriété, l'esprit d'Ibrahim était ailleurs. De retour à la radio cassée. De retour au visage sérieux du garçon. De retour au moment où le garçon avait dit « Il prépare quelque chose ce soir ». Et maintenant, il avait disparu. Pendant ce temps, quelque part dans les faubourgs sombres de la ville, une camionnette rebondissait sur une route de terre cahoteuse. À l'intérieur, Ismaël était assis attaché à une chaise, la bouche couverte de rubans adhésifs, les yeux écarquillés de peur.
En face de lui se trouvait un homme avec un sourire tranchant et une cicatrice sur la joue. Capitaine Caleb. Eh bien, dit Caleb, allumant une cigarette. Tu as causé beaucoup de problèmes à des gens puissants, mon garçon. Ismaël essaya de crier, d'avertir quelqu'un, mais le ruban adhésif le maintenait silencieux. Tu n'aurais pas dû jouer avec des radios, dit froidement Caleb. Cette bouche va te faire tuer. L'autre homme conduisant la camionnette rit. Ce n'est qu'un gamin. Finissons et jetons le corps dans la rivière. Mais Caleb secoua la tête. Non, le patron a dit d'attendre. Il veut entendre ce que le garçon a enregistré. Et si c'est dangereux, nous le remettrons aux étrangers. Qu'il s'en occupe. La camionnette quitta la route et entra dans un vieil entrepôt. Les portes se fermèrent derrière eux. Ismaël regarda autour de lui. Poussière, rats, caisse, obscurité. C'était ça. Son cœur battait plus vite. Était-ce ici qu'il allait mourir? Puis quelque chose d'étrange se passa. Caleb tendit la main vers l'enregistreur d'Ismaël. Il appuya sur un bouton, mais rien ne joua. Il était vide. Pas de voix, pas de bande, pas d'enregistrement. Qu'est-ce que, dit Caleb. Où est l'audio? Demanda le conducteur. Caleb attrapa le garçon par le col. Qu'as-tu fait? Où est l'enregistrement? Ismaël le regarda juste avec du feu dans les yeux. Caleb arracha le ruban adhésif de sa bouche. Je l'ai caché, chuchota Ismaël. Caleb le frappa au visage. Du sang jaillit de la lèvre du garçon. Oh! Ismaël cracha du sang par terre. Vous ne le trouverez jamais. Caleb grogna et leva de nouveau la main. Mais ensuite, son téléphone sonna. Il décrocha. Oui. Une voix à l'autre bout dit, changement de plan. Le président se rapproche. Emmène le garçon à l'aérodrome. Le jet décolle dans 30 minutes. Il doit disparaître. Caleb hocha la tête et raccrocha. Tu as de la chance, rat, marmonna-t-il. Tu pars pour un long voyage après ça. Qui sait? Il poussa le garçon dans la camionnette. Les mains d'Ismaël saignaient. Son visage lui faisait mal. Mais à l'intérieur, il souriait parce qu'ils avaient tort. Il avait caché l'enregistrement. Mais pas au palais, pas dans ses vêtements, pas même dans la radio. Il l'avait caché quelque part où personne ne penserait à regarder. Dans le haut-parleur cassé sur son coin de rue, là où tout avait commencé. Et quelqu'un venait de le trouver. De retour au palais, un jeune concierge, à peine 18 ans, nettoyait le haut-parleur du marché qu'Ismaël avait utilisé plus tôt dans la journée. Il remarqua quelque chose d'inhabituel. L'arrière était scellé avec du ruban adhésif. Curieux, il le décolla. À l'intérieur se trouvait une petite carte mémoire cachée. Il se tourna vers l'agent de sécurité à proximité. « Monsieur, je pense que cela appartient au président. » À l'intérieur du centre de commandement du palais, le commandant Sécu se précipita, tenant la petite carte mémoire. « Monsieur, cria-t-il, nous avons récupéré l'enregistrement du garçon. » Le président Ibrahim se retourna depuis le balcon où il regardait dans l'obscurité. Son visage s'illumina de choc et d'espoir. « Où l'avez-vous trouvé? » Un concierge, dit Sécu à bout de souffle. Il l'a trouvé caché à l'intérieur du haut-parleur cassé qu'Ismaël utilise pour crier les nouvelles. Les mains d'Ibrahim tremblèrent alors qu'il attrapait le lecteur et le branchait. Et puis la vérité prit vie. Un audio clair se joua. Il doit disparaître avant demain matin. Les gardes sont des nôtres. Le garçon, il ne sait rien. Sortez-le discrètement. La salle se figea. Chaque officier, chaque chef du renseignement, même Ibrahim lui-même, se tenait en silence. Ce n'était plus des rumeurs. C'était une preuve. La preuve que des ennemis, étrangers et nationaux, s'étaient unis. La preuve qu'ils voulaient Ibrahim mort. Et surtout, la preuve qu'un garçon des rues avait eu raison depuis le début. Pendant ce temps, sur une piste d'atterrissage privée à la périphérie du pays, un jet noir se préparait à décoller. Ismaël, meurtri et ensanglanté, fut traîné dans les escaliers. Caleb marchait derrière lui, chuchotant froidement, « Tu aurais dû juste fermer ta bouche. » Mais alors que les moteurs se mettaient en marche, un hélicoptère noir apparut dans le ciel. Tapez, tapez, tapez. Il descendit comme le tonnerre. Des soldats sautèrent avec des fusils pointés. « Lâchez vos armes !» cria une voix. Main en l'air. Caleb sortit un pistolet et attrapa Ismaël comme bouclier. « Reculez ou le garçon meurt !» cria-t-il. Les soldats hésitèrent. Puis bang! Un coup de feu retentit de derrière. Caleb tomba à genoux, du sang jaillissant de sa jambe.
Ismaël trébucha en avant, libre. Derrière eux, sortant d'un second hélicoptère, arriva le président Ibrahim Traoré lui-même. Oui, il était venu personnellement. Tu as blessé mon peuple, dit-il calmement, s'avançant. Tu as essayé de vendre mon pays. Tu as volé un enfant de ma maison. Caleb gémit. Ce n'est pas fini. Mais Ibrahim secoua la tête. Non, c'est fini. Il se tourna vers ses hommes. Arrêtez tout le monde. Brûlez ce jet si nécessaire et ramenez mon fils à la maison. Cette nuit-là, toute la nation regarda le président à la télévision en direct. Mais cette fois, il n'était pas seul. Ismaël se tenait à ses côtés, portant une chemise blanche propre, un pansement frais sur son sourcil, et le plus grand sourire que quiconque ait jamais vu. Le président leva la main. Mes chers Burkinabés, ce soir, nous avons failli être détruits de l'intérieur. Des personnes en qui j'avais confiance ont tenté de tout nous prendre, mais une voix a sauvé ce pays. Une voix, celle d'un enfant des rues. La salle se remplit d'applaudissements et de larmes. Ismaël se tenait tranquillement, submergé, incertain de ce qu'il devait dire. Mais le président lui tenait l'épaule. À partir de maintenant, dit Ibrahim, ce garçon fait partie de ma famille. Il est la preuve que la voix du peuple compte, peu importe à quel point il est pauvre, peu importe à quel point il est jeune. Dans les semaines qui suivirent, des arrestations furent effectuées. Des procès commencèrent. Des secrets sales furent révélés. Mais quelque chose de plus puissant se produisit aussi. Le peuple se réveilla. Ils virent que la vérité pouvait venir de n'importe qui, même d'un enfant avec une radio cassée. Le président Ibrahim créa une nouvelle unité appelée la Garde du Peuple, un groupe de renseignement composé d'étudiants, de bénévoles et de citoyens ordinaires formés pour signaler la corruption et protéger la nation. Et au centre de tout cela se trouvait Ismaël. Il obtint une maison, une école, un avenir. Mais plus que cela, il obtint du respect. Il devint un symbole de courage, de vérité, du pouvoir d'une seule voix. Et chaque dimanche, le président Ibrahim s'asseyait avec le garçon sur ce même vieux coin, écoutant la radio bourdonner de nouvelles et de parasites. « Ça marche toujours » demanda une fois Ibrahim, tenant le vieux haut-parleur. Ismaël sourit. « Ça marche toujours, monsieur. Il suffit d'écouter attentivement. » Ils rirent ensemble, au loin, au-dessus des toits et des arbres. Le Burkina Faso se tenait un peu plus grand ce jour-là parce qu'un garçon des rues avait parlé et sauvé une nation.